Aujourd'hui, on va parler donc des enjeux du référencement pour la presse en ligne, savoir ce qui a été un petit peu abordé lors de la conférence précédente, pour savoir si Google est vraiment un ami ou en gros un ennemi de la presse. Donc pour cette table ronde, il y a 3 personnes que je vais laisser se présenter. François Mouton. Donc moi je suis chez Ouest France depuis 3 ans à peu près. Et j'interviens sur la partie référencement du site Ouest France principalement, parce que c'est vraiment le site amiral sur lequel on draine beaucoup d'audience. Et je m'occupe aussi de la partie tracking, implémentation en fait, de la web analyse sur le site, ce qui fait que je suis assez proche finalement de tout ce qui peut être donné sur les articles, sur les publications, et ce qui me permet aussi de tirer un petit peu le SEO. Donc il y a de l'intérêt à ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'ai une formation technique à l'origine, j'étais développeur, donc ça me donne aussi des compétences techniques qui sont précieuses aujourd'hui. Voilà. Donc François de 20 minutes. Bon, je ne vais pas refaire la présentation que j'ai faite auparavant, donc je te passe directement la main, Olivier. Bonjour à tous, Olivier de Segonzac, je suis directeur associé de Réseau Néo, qui est une agence de spécialistes des moteurs de recherche, de la data, de l'analytics, de la performance et du social ads. On a également fondé une société qui s'appelle Osae, qui fait du monitoring de visibilité sur Google News pour les sites médias. Voilà, et avec sous la casquette agence, on intervient beaucoup pour des sites de médias, mais pas que. Ça peut être du travel, de la finance, du retail. Voilà. Du coup, une des premières questions pour savoir quels sont les enjeux du référencement pour la presse en ligne, c'est de savoir est-ce que les sites de presse sont dépendants de Google. On a eu quelques chiffres avec 20 minutes, mais globalement, la part de Google et du référencement sur votre trafic, ça représente à peu près combien ? Je pense qu'on est tous à peu près au même niveau, hein. On est dans les 40%, et c'est effectivement de fait quelque chose d'essentiel et de crucial. C'est une source sur laquelle on travaille beaucoup, en tout cas à Ouest France. Et effectivement, c'est un enjeu évident. Le fait d'être ami ou ennemi, après, c'est presque un autre sujet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est obligé de faire en fonction de Google. Donc, on écoute beaucoup ce qui peut se dire. On fait énormément de veille. On observe beaucoup aussi comment les autres figurent par rapport à nous, pourquoi ils y arrivent mieux. Et petit à petit, il y a des mécanismes, effectivement, des choses qui font que on se bat pour bien figurer dans Google. Donc oui, la dépendance à ce stade-là, elle est évidente, quoi. Ouais, je te rejoins tout à fait. Comme je disais, 40% du trafic sur desktop vient du SEO, et sans compter Google News en plus, qui va représenter lui 10% environ du trafic du site desktop. C'est un peu moins le cas sur mobile. Par contre, peut-être que via la voix, et notamment grâce à Alexa, on sera moins dépendant de Google. À suivre. Moi, j'ai pas de site de news, mais par rapport à ce que je peux voir sur le marché, il y a effectivement une dépendance forte, avec une multiplicité des sources issues de Google notamment, puisque, comme le disait François tout à l'heure, on a les Google News, le portail par exemple, mais lui, on va le voir dans les outils de mesure d'audience avec un référeur news.google.fr.com. Mais il y a également dans les résultats classiques de Google ce qu'on appelle les One Box Google News, donc c'est les petits carousels ou les petites vignettes images avec l'actu à l'intérieur. On a les blocs AMP sur mobile, avec des carousels là, qui peuvent être plus longs, parfois des carousels dédiés à une source. Comme tout à l'heure, il y avait un screenshot de France TV Info, je crois, où sur la requête Info, il y a France TV Info, et ensuite il y a 10 ou 12 articles qui sont uniquement dédiés à cette source-là. Donc il y a une multiplicité des typologies de trafic qui peuvent arriver depuis les moteurs de recherche sur les sites de news. Et sinon, pour raconter une petite anecdote par rapport à toutes ces histoires-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2009-2010, il y a Murdoch qui a dit que les moteurs de recherche utilisaient beaucoup de contenu de ces titres de presse. Il en a une tripotée, hein, pour rappel. Il a Fox, Time, Washington Post, etc. Et il a dit, nous, on va désindexer complètement nos sources, nos sites de presse de Google, parce que c'est pas normal qu'ils ne payent pas et qu'ils ne participent pas à tout le travail qu'on fait. Ça nous coûte très cher de produire le contenu, et Google vient inspirer tout ça, fait du trafic avec, mais ne reverse pas de contenu, d'argent, je veux dire,
pour les sites de presse. Alors je ne sais pas pourquoi ni comment, il a dû être mal conseillé peut-être, mais il s'est peut-être dit qu'il allait perdre, je sais pas, 5-10% de son trafic et que ce ne serait pas très grave. Mais après avoir fait quelques tests et désindexé, je ne sais plus quel titre de presse, il est revenu 15 jours après la queue entre les jambes en disant bon ok, on remet nos contenus sur Google, et je crois qu'ils avaient perdu 40% de leur trafic déjà à l'époque, donc ce qui était énorme. Et effectivement, en parallèle de tout ça, on a vu la montée en puissance des réseaux sociaux type Facebook, mais suite aux dernières modifications des algorithmes de Facebook, le trafic qui arrive depuis le newsfeed est plus faible, de plus en plus faible pour un grand nombre de titres de presse. On se souvient, il y a une semaine ou deux, il y a BuzzFeed qui a annoncé qu'ils fermaient leur bureau en France. Sans doute que ces histoires-là n'y sont pas pour rien. Et pour que ça fonctionne, en fait, une initiative comme celle que tu viens de citer, il faudrait effectivement que tout le monde le fasse ensemble, parce que être le seul à rester sur le bord de la route, ça n'a pas de valeur ou de poids. Donc, on imagine bien que pour inciter Google à rémunérer potentiellement les éditeurs ou les récompenser pour leurs efforts fournis à produire du contenu, ça ne peut se faire qu'ensemble. Il y avait une initiative, je crois, en Allemagne aussi, ou en Espagne, je ne sais plus, où effectivement, voilà, les deux. C'est pas évident, hein, c'est sûr. Google, lui, c'est une plateforme, monte à bord qui veut monter à bord. C'est délicat, c'est sûr que c'est pas évident, quoi. C'est le positionnement de Google de dire que c'est pas obligatoire d'être sur Google. Hein. Ceux qui n'ont pas envie, ils peuvent mettre un no-index dans leur page et Google ne viendra pas. Maintenant, c'est se couper d'une manne de trafic quand même importante. Ouais, il y a dépendance du search et il y a également dépendance financière. Ce qu'il faut savoir, Google aide beaucoup les médias en France. Nous, 20 minutes nous a beaucoup aidé, notamment sur la partie chatbot, où il accorde des crédits, en fait. Vous présentez des dossiers et Google va vous aider à financer. Ce qui est très pratique parce que, par exemple, 20 minutes n'est pas aidé par l'État. Aujourd'hui, l'État rémunère un grand nombre de journaux, dont des journaux financés par des milliardaires. Et 20 minutes, en tant que titre de presse gratuit et plus récent, ne touche aucun financement. Donc du coup, on doit se rattacher à aller chercher de l'argent chez Google. Donc la dépendance, elle est financière et elle est également sur le search. Et elle est assez importante, je crois. Il y a pas mal d'articles sur le net sur le sujet où les porte-paroles de Google expliquent qu'ils ont déjà versé, je ne sais pas combien de centaines de millions de dollars à la presse. C'est des montants assez importants. Parce que justement, les enjeux, on l'a évoqué rapidement par rapport à Google News, et surtout à la presse payante, où il y en a qui disent que Google aspire les contenus et met à mal principalement la presse payante. Par rapport à l'Espagne, c'est le service en fait Google News qui a fermé, qui n'existe plus. Alors moi, j'ai pas travaillé avec les médias espagnols, donc je connais pas leur impact. Je sais pas si vous avez pas du tout. Moi non plus, mais après, c'est que le portail Google News. Ouais. Google n'a pas fermé en Espagne, donc les gens continuent à chercher sur Google. Et en fait, depuis cette époque-là, quand même, la vitesse de crawl, enfin pas de crawl, mais d'indexation et le rafraîchissement des pages de résultats de Google sur les requêtes pour lesquelles il y a de l'actu se fait quasiment à la minute. C'est pas rare qu'on tape une requête dans Google et qu'on voit arriver un résultat où il y a marqué en dessous, publié il y a 3 minutes. Donc au final, il y a moins cette identification-là de ce trafic en silo issu de Google News, mais Google continue d'apporter un trafic important à tous les titres de presse, y compris en Espagne. En fait, partout où Google est puissant, quoi. Sur la partie payante, avec le nouveau Google Actualité, pour ceux qui ont l'application, vous verrez que Google a fait de gros efforts pour mettre en avant les titres de ces journaux en fait payants. Et il y a même il y a un onboarding pour pouvoir s'abonner à ces facilités. Donc Google, je pense, en a pris conscience et aide les médias payants dans ce sens. En fait, depuis même, je crois que ça doit faire 10 ou 12 ans, que Google avait mis en place un système pour les médias qui ont ce qu'on appelle un paywall, c'est-à-dire pour lesquels il faut payer pour pouvoir lire les articles. À l'époque, il y avait le système du premier clic payant, c'est-à-dire le premier article pour le trafic issu de Google News était gratuit, pardon, pas payant. Et ils ont tué finalement ce service-là il y a peu de temps pour le remplacer par un autre qui est un système d'abonnement. Donc finalement, on va pouvoir s'abonner à nos titres de presse préférés directement depuis Google. Et alors, dans le nouveau Google News, la nouvelle plateforme Google News qui est sortie il y a un mois ou deux, je ne sais plus quand c'était, si on est abonné à des titres de presse, les articles de ces titres de presse remonteront tout en haut dans le nouveau Google News. Donc ils ont mis un système qui est un peu plus élaboré qu'avant. Maintenant, par exemple, je sais pas, n'importe quel titre de presse, CNN va pouvoir définir le nombre d'articles gratuits que l'utilisateur va pouvoir voir avant qu'il se prenne le paywall.
ce qui était un peu limité auparavant. Donc ils font quand même quelques efforts pour essayer d'aider la presse, mais comme toujours, Google fait son business avec le contenu des autres. C'est là toute la particularité de Google et l'aspect un peu schizophrène, on va dire. C'est qu'ils ne produisent pas de contenu, mais c'est un portail de contenu. Ils agrègent des contenus tiers et sans produire une seule ligne de contenu, ils vont gagner beaucoup d'argent avec les utilisateurs qui consomment ce contenu. Et tout l'équilibre qu'ils essayent de maintenir, c'est justement le fait de continuer à apporter suffisamment de trafic aux sources de presse pour que ces mêmes sources aient intérêt à rester dans Google, même si, comme le montrait François tout à l'heure, sur un certain nombre de requêtes, ils préemptent les résultats les meilleurs, ceux qui sont tout en haut, que ce soit sur la météo, sur l'horoscope, etc., les résultats sportifs. Donc ils en laissent quand même un petit peu aux producteurs, aux éditeurs de contenu, parce que si ils récupéraient 100% du trafic pour eux et qu'ils conservaient tout le temps le trafic sur leur portail, il n'y aurait plus aucun intérêt à rester dans l'index de Google. Donc tant qu'ils maintiennent cet équilibre-là, ça va continuer. On a évoqué tout à l'heure le nouveau Google News, où justement il y avait les titres qu'on était habitués à lire qui seront présentés de plus en plus. Ce qui veut dire également qu'il y aura de plus en plus de... Google tend à faire de plus en plus de personnalisation et de suggestions d'articles pour les utilisateurs. Est-ce que... Après, Google News, savoir également si ça va te maintenir, parce que maintenant, c'est pas spécialement l'onglet Google News qui est utilisé, mais c'est surtout le bloc News et d'autres aspects. Et quand on voit l'intérêt que Google porte également pour les outils, la tête des Google News Tools, la disparition, on se demande si Google News va être amené à continuer ou se fondre totalement dans la sphère Google et l'ère de l'assistant. Du coup, la personnalisation des résultats, comment vous le percevez? Est-ce que c'est plutôt positif? C'est une boîte noire? Comment vous pouvez réagir et s'adapter à cette nouvelle ère? Ouais, il y a deux choses en fait. La personnalisation, je pense que ça va être bien parce que ça va être l'occasion de trouver des accroches différentes. Nous, par exemple, à Ouest France, le local, c'est clairement une force chez nous. Donc, la personnalisation locale aura du sens. Donc, c'est très bien. Il faudra trouver les bons axes. Par contre, le suivi va devenir complexe. Déjà, il n'est pas simple. Effectivement, des outils où il y a de la personnalisation derrière, ça veut dire qu'on ne peut pas véritablement savoir où on est positionné. On voit le trafic arriver sans trop comprendre, mais ça va complexifier certainement, surtout que Google n'est jamais très avare en chiffres. Dans la Search Console, on a effectivement pas mal de mots-clés, mais ça dépend comment il nous montre peut-être des choses aussi par rapport à ça. Peut-être qu'on aura l'occasion de savoir quelle personnalisation fonctionne ou pas chez nous. En tout cas, c'est un enjeu. La personnalisation, on en parle depuis très longtemps. C'est évident qu'il y en aura de plus en plus. Maintenant, il faudra trouver les bonnes solutions. Et peut-être accepter de peut-être moins suivre les choses aussi encore. Ouais. Moi, je pense que pour faire face à la personnalisation, nous, côté SEO, comment on peut y faire face, c'est proposer un site rapide. Voilà, c'est faire en sorte que l'expérience proposée par le site soit bonne, que mes pages, sur l'exemple que je donnais tout à l'heure, je cherche Actualité Paris, que j'ai une bonne information, que ma page soit meilleure que celle de mon concurrent, en fait. Ça a joué sur la réponse apportée, sur l'UX de la page et sur le temps de chargement, je pense. Ouais, sur ces sujets-là, il y a de plus en plus effectivement d'intelligence artificielle qui est accessible facilement. Donc personnaliser les résultats avec des algorithmes de personnalisation issus du machine learning se fait de plus en plus. Google lorgne un peu sur ce qui se fait aussi ailleurs dans le monde. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler dans la salle d'un agrégateur de news chinois qui s'appelle Toutiao News, Toutiao, qui est juste un truc énorme en termes de consommation de news. Ils font quelque chose comme 200 millions d'utilisateurs par jour, donc c'est monstrueux. Ils ont lancé le service en 2014 avec beaucoup d'IA dedans, justement, alors que le Google News originel lancé il y a 15 ans, en fait, il était très rudimentaire, pas du tout de personnalisation, voilà, ça reste statique. Et donc, quand on voit le succès d'une boîte comme ça, je crois qu'ils ont essayé de racheter Reddit il y a quelques temps pour 2 ou 3 milliards de dollars. Donc, ça cartonne. Ils agrègent, je crois, 400 000 articles par jour
de plusieurs milliers de sources différentes. Ils font beaucoup de vidéos et en fait, ils ont réussi à se positionner sur un secteur où on est dans une ère où on va picorer de l'information. On ne va pas lire des articles très longs, très complexes sur Internet. Les vidéos qu'ils proposent sont des vidéos de 10-15 secondes en général. Tous les jeunes et les moins jeunes sont friands justement de ce système-là où les vidéos défilent les unes après les autres, un peu comme dans le newsfeed de Facebook. Du snacking, en gros. C'est ça, c'est le McDo de l'info. Mais ça marche très bien. Et alors ça, après, on est pour ou contre. Ouais, je suis agence, je n'ai pas d'état d'âme. Je regarde ce qui se fait. Pour un pur player, en fait, c'est facile de partir dans des stratégies comme celle-ci. Pour des boîtes qui existent depuis longtemps, qui sont dans la presse, qui ont fait du papier, beaucoup, partir dans des stratégies comme celle-ci, c'est juste pas possible. Ou alors il faut le faire à côté avec une autre entité qui développe quelque chose. Surtout que ce sont des boîtes qui ne produisent pas d'infos. Tout Yahoo ou Google News. Donc Google News, quand ils lancent leur nouvelle version, ils ont vu en tout cas que ça va marcher pour d'autres. Mais c'est de la curation de contenu. Ce sont des curateurs. Ils analysent, ils agrègent de l'information sans en produire. Et voilà, aujourd'hui, qui va gagner la bataille de l'accès à l'info? Ça a été Facebook pendant un moment, avec les déboires qu'ils ont connus, notamment les fake news, on va sans doute en reparler tout à l'heure. Mais Google va sans doute essayer de se positionner sur ce marché-là. Du coup, par rapport à ça, ce qu'on peut se demander aussi, c'est est-ce que Google peut influencer entre guillemets la ligne éditoriale d'une presse, surtout s'il y a de plus en plus de personnalisation, si on se rend compte que justement les lecteurs aiment bien voir des vidéos de chatons, etc. Est-ce que ça peut aller jusqu'à vraiment influencer soit la ligne éditoriale, soit la manière également d'écrire pour répondre aux besoins des internautes? Je réponds toujours en premier ou tu veux que je fasse en deuxième? Oui, évidemment. Dans une certaine mesure, parce que le journalisme fait que de base, par philosophie, on a une ligne éditoriale et on essaye quand même de s'y tenir. Après, les opportunités font que y a toujours de la tentation à aller chercher de l'audience ou du trafic sur des sujets qui sont pas ce qu'on pourrait appeler du grand journalisme. Il suffit de parler de toutes les émissions de télé-réalité ou ce genre de choses, en fait, où on voit des confrères qui en parlent beaucoup. Et effectivement, on sait que c'est des leviers de trafic importants. On se l'autorise dans une certaine mesure, mais on ne peut pas complètement, radicalement changer de ligne éditoriale du jour au lendemain. Malgré tout, on a des clusters qui s'ouvrent dans Google News. On essaie de les couvrir, avoir un taux de couverture suffisant pour montrer qu'on est présent, qu'on est légitime. Donc déjà, de toute façon, on essaye d'aller, par rapport à ce que Google nous présente, on essaie d'y aller avec raison aujourd'hui. Et après, c'est peut-être la marque Ouest France qui veut ça aussi, mais on est obligé, de toute façon, nous, d'avoir quand même une certaine ligne éditoriale. Ça, c'est évident. On ne peut pas tout sacrifier pour des chatons, enfin, c'est évident. Alors sur la question de la ligne édito, non, ils ne vont pas influencer sur la ligne éditoriale. Enfin, au moins chez Android, je ne vois pas les rédac chefs se laisser influencer par Google. Par contre, sur la façon d'écrire, oui. Voilà, c'est mettre des mots-clés dans les titres, mettre des mots-clés dans le chapeau. C'est également, vous verrez sur nos articles, parfois, il y a un petit bloc avec des puces, où l'article est résumé en fait en trois façons. Ça, c'est pour demain les assistants vocaux, en fait. C'est pour que demain, quand ces articles-là passeront en assistant vocal, l'assistant vocal vous lira juste le titre, le chapeau et les 3 bullet points. Parce que lire un article complètement avec un assistant vocal, c'est long et c'est pas une très bonne expérience. Par contre, juste lire le titre, le chapeau et les 3 bullet points, et après on vous l'envoie dans le téléphone. Là, voilà, là, il y a une influence. Alors, l'influence n'est pas du code Google, elle est également d'Amazon. Mais là-dessus, par rapport à l'usage, il y aura influence sur la manière d'écrire. On est aussi influencé par Google que par les lecteurs ou par les réseaux sociaux. Donc c'est une histoire d'offres et de demande. Je sais que nous, on a un service sur notre plateforme Osae où les journalistes peuvent recevoir un email dès qu'il y a un nouveau cluster qui apparaît. Donc forcément, ça va influencer le contenu qui sera produit par journaliste le jour J. Mais on entend aussi souvent dans les rédacs les journalistes qui sont un peu énervés de voir que, comme ils disent, Google peut être un peu le nouveau rédacteur en chef. Donc sur un algorithme un peu rudimentaire comme celui de Google News, le fait de se dire que tiens, Google News, les machines de Google ont fait surgir un cluster thématique à tel moment sur tel sujet, donc je vais en parler, en effet c'est un peu perturbant.
Et je rejoins aussi François sur la manière d'écrire. Donc nous, les SEO, on leur explique qu'il faut utiliser des mots-clés descriptifs. Je me souviens, il y a quelques années, je faisais du conseil pour le groupe L'Express. Et la journaliste avait fait un jeu de mots qui était super bien, qui était, en parlant de 3 nouveaux chefs d'orchestre qui arrivaient, elle avait titré son article « 3 baguettes fraîches ». Donc c'était, mais donc je lui ai dit bah non, tu peux pas faire ça parce que dans les résultats de Google, on n'aura pas le contexte, on va pas comprendre de quoi tu parles. C'est un titre qui est très bien dans le contexte, mais pas quand on est sur un appel en une comme ça dans les résultats de Google. Alors la solution idéale, ça aurait été de pouvoir avoir un titre pour l'article une fois que la page est sortie, et puis le title de la page pour Google qui lui pourrait être différent et qu'on puisse débrayer l'un pour afficher l'autre. Mais quelques années après, je m'en suis quand même voulu d'avoir perturbé cette journaliste, parce qu'au final, d'un point de vue purement littéraire, c'est elle qui a raison de faire cet article-là. Donc on est effectivement dans une certaine ambiguïté par rapport à ça. Et par rapport au progrès de Google, parce qu'il y a encore quelques années, il raisonnait vraiment en termes de mots-clés, où maintenant il cherche plus à déterminer parfois l'intention, comprendre un peu plus le contexte. Est-ce que l'amélioration, enfin les progrès que fait Google en tant que compréhension donnera après, permettra plus de liberté d'écriture, ou c'est totalement je trouve que plus comprend et plus il apporte la réponse directement dans la SERP. Donc c'est pas la bonne option pour nous. Voilà, c'est la réponse que j'ai à t'apporter. C'est vrai qu'il comprend de mieux en mieux l'intention de recherche des gens et du coup il apporte de plus en plus la meilleure réponse directement dans le résultat de recherche. Ouais, et en plus on l'aide à comprendre. Hein. Ouais, de plus en plus on accompagne en fait les robots pour que il y a beaucoup maintenant de données structurées qu'on intègre dans les pages, tout simplement pour pré-mâcher en fait finalement le travail pour les robots, pour qu'ils puissent facilement extraire une date de publication, un auteur, le contenu complet. Donc tout ça, plus les tags qu'on peut mettre, au bout d'un moment, en fait, on livre tout sur un plateau, donc il n'a plus qu'à se servir on a un peu on fait les idiots là où on dit qu'on suit Google aussi, c'est qu'effectivement, on aurait très bien pu se dire laissons-le se débrouiller, il trouvera bien, mais non, on préfère quand même, quelque part, s'assurer qu'il le digère bien pour qu'il l'expose correctement, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que ce soit bien dans le sujet et que ça réponde vraiment à la requête au final. Donc Google cherchera toujours à être plus pertinent, donc il cherchera toujours à mieux analyser les pages et en plus on l'aide. Donc ça peut que aller dans le bon sens. Et ils sont aussi très forts sur l'analyse comportementale, donc ils arrivent à avoir l'historique de recherche de chacun, ce qui leur permet de désambiguiser, comme ils disent, certaines requêtes. Après, il y aura toujours des requêtes ambiguës. Si un internaute cherche sport, on ne sait pas s'il veut du foot, du tennis, du golf ou autre. Donc c'est aussi à la source, à l'éditeur, de faire en sorte d'être le plus exhaustif possible sur les sujets qui vont l'intéresser. Parce que si on voit souvent remonter des pages comme celle de Wikipédia en haut des résultats, c'est souvent parce qu'ils sont assez exhaustifs ils couvrent toutes les facettes lexicales de chacune des requêtes. Et ça, Google aime bien diversifier ses résultats et justement montrer toutes ces facettes-là pour répondre au maximum d'utilisateurs. Du coup, j'ai 2 questions qui pourraient me venir en tête là-dessus. C'est justement, Google aime bien présenter une diversité de résultats. Là, depuis quelques jours ou quelques semaines, on voit des mises en avant des carousels vidéo, etc. Est-ce que ça peut justement, à la base, c'est de la presse écrite. Est-ce que ça peut vous inciter à changer les formats de présenter les news pour essayer de profiter de ces opportunités-là également et de diversifier, on va dire, les formats de diffusion d'informations? Il impose un peu les formats. Là, il est en train d'essayer d'imposer son format MP Stories. Donc, il a du mal à prendre. MP Stories, pour résumer, c'est une copie de Snapchat, des stories de Snapchat, qui demain devrait apparaître directement dans les résultats de recherche. Donc, sur la requête Coupe du Monde 2018, on pourra avoir des stories de chacun des médias sur là-dessus. Google, quand je les ai rencontrés la fois, ils m'ont expliqué que de toute façon, les gens ils ne lisent plus. Donc il faut passer à des vidéos, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis un peu tombé des nues quand ils m'ont expliqué ça. Mais voilà, c'est tout l'objet d'MP Stories, c'est mettre en avant la vidéo, du contenu snackable, on en parlait tout à l'heure, parce que les gens ne lisent plus d'après Google. Et donc là, ils nous influencent, ils nous imposent un peu un format. Le format de Stories permet justement de fragmenter un contenu qui serait peut-être trop long ou trop indigeste pour l'interfacer avec des images, une vidéo.
même une pub, peut-être entre les deux. Mais effectivement, nous, en fait, on ne fait que finalement... C'est rare qu'on soit vraiment l'instigateur de quelque chose. Quand on voit que Google met des vidéos en avant, eh ben, comment on fait pour y aller, quoi. En fait, on en est toujours là, et que l'idée soit bonne ou mauvaise, ça reste une opportunité pour nous d'avoir de la visibilité. Donc, du coup, moi j'ai une question par rapport aux éditeurs. Est-ce que vous avez en interne des projets pour essayer de publier de plus en plus de vidéos, ou est-ce que vous avez des consignes qui vont dire votre vidéo de 15 minutes, essayez de la découper en 15 vidéos d'1 minute? Est-ce qu'il y a une règle ou des bonnes pratiques qui sont diffusées en interne? Je pense qu'il y a ça, mais je ne pourrais pas vraiment le dire, parce que j'en ai entendu parler un peu. Mais... Dans le groupe, je dis le groupe parce qu'il faut savoir que 20 minutes appartient à 50% à Ouest France. Voilà. On a un player, on a racheté une entreprise qui s'appelle Digiteka. Oui, tout à fait. Donc un player vidéo sans pub, c'est ça la spécificité? Ouais. Et effectivement, c'est l'outil de diffusion de la vidéo qui va être adopté, sans doute au niveau groupe, donc très certainement pour vous aussi. Après, c'est juste une façon d'afficher de la vidéo. Donc, est-ce que pour autant le format lui-même à l'origine, le fait que ce soit plus court ou plus long ou plus snackable, je ne sais pas si on peut le dire, mais ça, je ne sais pas si des consignes sont encore arrivées, mais si ce n'était pas le cas, ça finirait par arriver effectivement. Si on nous dit qu'il faut des vidéos de 15 secondes, ben, peut-être que... je ne sais pas, j'imagine mal un journaliste coupé dans quelque chose qui fait 3 minutes pour le réduire à 15 secondes. C'est peut-être pas... Enfin, je ne sais pas. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je risque de dire des bêtises. Ça pose à la rédaction un problème de RH, en fait, parce que pour faire ces vidéos snackées, comme on dit, il faut une équipe dédiée, il faut une équipe de journalistes dédiés aux journalistes participatifs vidéo, une équipe qui monte. Tout ça, ça coûte extrêmement cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui en formation France, aux outils, l'aspect aussi par rapport à la fiche de poste du journaliste, est-ce que ça colle à ses attributions aussi? Nous, on parle de journalistes. Beaucoup sur le web sont des rédacteurs web. C'est pas la même chose aussi. C'est des gens qui sont beaucoup plus ouverts à tester d'autres choses, qui n'ont pas. Enfin, c'est plus facile entre guillemets, plus malléable de travailler avec un rédacteur web. Un journaliste, c'est un journaliste, c'est quelqu'un qui produit un contenu de qualité et c'est un métier qu'il faut respecter. Donc du coup, par ce biais-là, on ne peut pas non plus transformer les choses brutalement. Ça se fait toujours avec le dialogue. Et il faut que ce soit aussi quelque chose d'accepté et d'entendu. Donc voilà, c'est toujours, effectivement, si on veut aller vers ça, il faut discuter, quoi. Toujours. Google propose aussi, je crois, un peu des outils pour former au data journalisme, non? Il n'y a pas de mise en avant un peu de programmes comme ça? Moi, ça ne me dit rien et je l'apprends et je vais regarder, je vais l'étudier et voir si je peux le proposer à la rédaction. Je ne sais pas de ton côté si peut-être. J'avoue que je ne sais pas trop. C'est possible que ce soit arrivé par chez nous dans certains services, mais je n'ai pas entendu parler de ça à mon niveau.